3 années exactement s'étaient écoulées depuis que la Wehrmacht avait franchi la frontière soviétique dans sa ambitieuse campagne d'invasion. Cependant, la situation avait radicalement changé depuis cet été étouffant de 1941. Les défaites dévastatrices à Stalingrad et à Koursk avaient clairement démontré aux forces de Hitler que la victoire était hors de portée. Désormais, en 1944, l'opération Bagration avait scellé définitivement le sort de l'armée allemande à l'Est. Ce qui avait autrefois été une avancée fulgurante s'était transformé en une retraite désespérée. L'Allemagne perdait à jamais sa domination sur le front de l'Est. À des milliers de kilomètres du littoral atlantique, dans les vastes et denses forêts de Biélorussie, l'Union soviétique préparait une offensive dévastatrice contre les forces du Troisième Reich. Pendant ce temps, à l'aube du 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient en Normandie sous un feu nourri de mitrailleuses allemandes, dans leur lutte pour sécuriser des positions stratégiques sur la côte française, tandis que le haut commandement soviétique peaufinait les détails d'une opération destinée à porter un coup fatal à la Wehrmacht. La campagne, baptisée Opération Bagration, en l'honneur du légendaire général russe Piotr Bagration, héros des guerres napoléoniennes, avait un objectif unique: écraser l'ennemi et libérer les territoires occupés sur le front oriental. L'opération Bagration prit forme lors de la conférence de Téhéran, tenue à la fin de 1943 en Iran, où les dirigeants des 3 grandes puissances alliées discutèrent de la stratégie visant à expulser définitivement les forces de l'axe de l'Union soviétique. Lors de cette réunion, les dirigeants américains et britanniques s'engagèrent à ouvrir le tant attendu second front en Europe occidentale, avec un débarquement en France prévu pour le printemps 1944. Cette manœuvre obligerait la Wehrmacht à détourner un nombre significatif de divisions du front de l'Est pour faire face à l'invasion alliée, affaiblissant ainsi ses lignes orientales. Staline vit dans cette situation une opportunité stratégique et décida de lancer une grande offensive en Biélorussie, profitant de l'impact que l'arrivée des Alliés en Normandie aurait sur la défense allemande. Conscient que les nazis n'attendraient pas une attaque massive dans un terrain aussi difficile, Staline planifia une avancée de l'armée rouge à travers rivières, forêts et marécages, comptant sur l'effet de surprise pour jouer en sa faveur. L'offensive devait débuter peu après le jour J, avec un objectif fixé à la mi-juin 1944, lorsque la pression sur le front occidental serait à son paroxysme. L'état-major soviétique envisagea plusieurs options avant de définir le plan d'offensive en avril 1944. 2 stratégies principales furent considérées. Une avancée vers le sud-ouest de l'Ukraine pour envahir la Roumanie et sécuriser les champs pétrolifères de Ploiesti, étendant ainsi l'influence soviétique dans les Balkans. Ou une offensive dans les pays baltes pour atteindre la côte de la mer Baltique et isoler le groupe d'armées nord, divisant les forces de l'Axe en Europe de l'Est. Toutefois, les 2 options furent écartées et on opta pour une attaque en Biélorussie, là où les Allemands s'y attendèrent le moins, permettant à l'armée rouge d'avancer vers la Pologne et de prendre l'avantage dans la course vers Berlin. En 1944, la puissante Wehrmacht d'autrefois se trouvait dans un état de déclin lent mais irréversible. Bien que la production de blindés ait augmenté sous la direction d'Albert Speer, la réduction du territoire allemand et le manque de main-d'œuvre rendaient de plus en plus difficile le maintien de l'effort de guerre. Son plus grand tort fut de s'accrocher à chaque parcelle de territoire, refusant toute retraite tactique qui aurait permis de regrouper ses forces. Au début de 1944, il ordonna que toutes les villes et centres de communication clés soient transformés en forteresses devant résister jusqu'au dernier homme, n'autorisant le repli qu'avec son accord personnel. En complément, il interdit la construction de positions défensives en arrière, convaincu que les soldats préféreraient battre en retraite plutôt que de se battre jusqu'au bout. Ces décisions n'ont fait qu'accélérer la détérioration du front de l'Est, préparant le terrain à l'offensive dévastatrice qui allait suivre. Face à cette situation et à des forces allemandes au bord de l'effondrement, Hitler tenta de renforcer son contrôle par une série de changements au sein du haut commandement. L'un des cas les plus représentatifs fut celui du maréchal Erich von Manstein, autrefois considéré comme le meilleur stratège du front oriental, mais qui avait désormais perdu la confiance du Führer. Hitler ne croyait plus en son approche tactique, et le 30 mars 1944, il fut remplacé par Walter Model à la tête du groupe d'armée sud.
De manière similaire, Ferdinand Schörner prit le contrôle du groupe d'armée A en remplacement d'Ewald von Kleist. Avec ces changements, Hitler recherchait des commandants prêts à exécuter ses ordres sans les remettre en question, peu importe les conséquences sur le champ de bataille. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, refléta dans son journal la position de Hitler, attribuant ses remplacements au fait que Manstein et Kleist dirigèrent la guerre depuis des cartes, sans s'impliquer directement auprès des troupes sur le terrain. Hitler, de plus en plus méfiant envers son état-major, espérait que Model et Schörner offriraient non seulement une résistance plus agressive contre l'armée rouge, mais renforceraient également son propre contrôle sur la hiérarchie militaire. La destitution de Manstein marqua la fin de l'ère des manœuvres offensives allemandes sur le front de l'Est. Pendant un temps, le maréchal avait défendu la stratégie de défense élastique qui, si elle avait été adoptée par Hitler, aurait pu ralentir l'avancée soviétique, bien qu'elle n'aurait pas pu l'arrêter complètement. Cependant, la vision de Manstein, typique de la mentalité de la Wehrmacht, consistant à user les soviétiques jusqu'à forcer Staline à négocier une paix séparée, n'était plus viable en 1944. Malgré la situation précaire du front de l'Est, Hitler restait convaincu que l'offensive soviétique avait atteint son point culminant d'épuisement. C'est ce qu'il exprima dans son ordre d'opération numéro 7, publié le 2 avril 1944, où il affirmait que l'armée rouge était en déclin et qu'il était temps de l'arrêter une bonne fois pour toutes. La réalité allait cependant prouver le contraire. L'Union soviétique s'apprêtait à lancer l'offensive la plus dévastatrice de toute la guerre. Sous cette perception erronée de la guerre, au printemps 1944, l'armée allemande s'était retrouvée entièrement sur la défensive, sans capacité de lancer des manœuvres offensives et sous un ordre strict de Hitler interdisant toute retraite. Une décision qui, avec le temps, s'avérerait catastrophique pour ses soldats. Bien que la Biélorussie représentât le cœur du front oriental, ses défenses étaient loin d'être solides. Depuis le nord des marais du Pripyat jusqu'à la mer Baltique, s'étendait environ 60% du front, mais seulement 40% des forces allemandes y étaient déployées. Le haut commandement allemand considérait que cette région, en raison de son terrain boisé et marécageux, ne se prêtait pas à de grandes offensives blindées. La priorité était plutôt accordée à l'Ukraine, où l'on attendait une attaque soviétique. Ce territoire, à la géographie majoritairement plate, avait été le théâtre des offensives soviétiques à la fin de 1943 et, en cas de chute, ouvrait la voie vers la Pologne et, plus tard, l'Allemagne. De plus, la menace croissante pesant sur la France influença les décisions stratégiques. Depuis 1943, le front occidental était devenu la priorité du Reich, ce qui entraîna un transfert massif de ressources. Alors que les années précédentes, 80% des forces blindées allemandes étaient déployées sur le front de l'Est, ce chiffre était désormais tombé à moins de 50%. La Luftwaffe, chargée de défendre l'Allemagne contre les bombardements alliés, avait également redirigé une grande partie de ses escadrons vers l'ouest, laissant le contrôle du ciel aux mains de l'aviation soviétique. Dans ce contexte, le groupe d'armées centre avait progressivement perdu sa puissance, plusieurs de ses unités ayant été transférées en France ou en Ukraine en prévision de futures offensives ennemies. Un exemple fut le transfert du 2e corps de Panzer SS, qui affaiblit encore davantage la structure défensive en Biélorussie. Bien que théoriquement la ligne de front du groupe d'armées centre se soit réduite après la perte de la Crimée et la retraite du groupe d'armées sud, en pratique, sa situation était devenue encore plus vulnérable, son flanc sud étant exposé à une possible offensive soviétique depuis l'Ukraine. À ce moment-là, le groupe d'armées centre était devenu une force majoritairement d'infanterie, avec une seule division blindée active et la plupart de ses troupes retranchées dans des villes fortifiées, exécutant les ordres directs de Hitler. La couverture aérienne était minimale. La 6e Luftflotte, basée à Minsk, disposait d'environ 800 avions, mais seuls 40 chasseurs Me-109 étaient opérationnels, ainsi que 450 bombardiers Ju-87 et Hu-111, une force insuffisante pour faire face à la supériorité aérienne soviétique. À la veille de l'offensive soviétique, le groupe d'armées centre comptait 34 divisions d'infanterie, 2 divisions de campagne de la Luftwaffe, 5 divisions de sécurité et une unique division Panzer qui ne disposait même pas de la moitié de ses effectifs. Il y avait également quelques divisions hongroises à l'arrière,
pour un total de 52 divisions et 400 000 hommes. En termes d'artillerie, il disposait d'environ 9 500 pièces, incluant mortiers, canons de divers calibres et batteries de lance-roquettes. Cependant, malgré ces chiffres, la supériorité de feu de l'armée rouge était écrasante. Quant aux forces blindées, la situation était tout aussi préoccupante. Le groupe d'armée centre ne disposait que de 11% des blindés allemands présents sur le front de l'Est, ce qui équivalait à 553 véhicules de combat. Parmi eux, 480 étaient des canons d'assaut, tandis que le reste correspondait à des chasseurs de chars spécialisés. Dans le secteur d'Orsha, environ 40 chars Tiger étaient déployés, mais au 23 juin, seuls 19 étaient opérationnels. Bien que le groupe d'armée centre fût toujours le plus nombreux des 4 groupes d'armées déployés par l'Allemagne à l'Est, sa capacité de résistance face à une offensive massive était minimale. Les Soviétiques avaient concentré 2,4 millions de soldats, soutenus par 5 000 chars, 36 000 pièces d'artillerie et plus de 5 000 avions, une force irrésistible qui surpassait de loin toute tentative allemande de défense. L'opération Bagration commence, le coup final, à 4 heures du matin, le 22 juin 1944, exactement 3 ans après le début de l'opération Barbarossa, l'armée rouge déclencha l'une des offensives les plus dévastatrices du front de l'Est. Un total de 5 000 pièces d'artillerie rugirent à l'unisson sur les 700 km séparant la Russie de la Biélorussie, anéantissant les tranchées avancées du groupe d'armée centre sous un bombardement incessant. Le feu d'artillerie ne se contenta pas de raser les défenses allemandes, mais couvrit également la zone de projectiles au phosphore et de fumée, semant le chaos parmi les troupes ennemies. Pendant que l'artillerie pilonnait le front, la 3e armée de l'air lança une brutale offensive aérienne. Au cours de 6 450 missions, l'aviation soviétique anéantit des positions fortifiées, détruisit les réseaux de communication et causa des ravages à l'arrière allemand. Au cours de l'attaque, la Luftwaffe subit un dur coup, perdant 11 avions au combat. L'opération Bagration avait commencé avec une force irrésistible. Après le bombardement d'artillerie dévastateur, l'assaut de l'infanterie soviétique suivit. Contrairement aux charges massives et désorganisées des offensives précédentes, cette fois-ci les attaques furent méthodiques et bien coordonnées. Selon les rapports allemands, les soldats soviétiques avançaient en formation compacte et coordonnée, soutenus par des tirs d'armes lourdes et avec l'appui rapproché d'unités blindées, prêtes à exploiter toute brèche dans les lignes ennemies une fois le front rompu par l'infanterie. Pendant ce temps, dans le saillant de Vitebsk, les défenses de la 3e armée Panzer commencèrent à s'effondrer sous la pression des attaques soviétiques. La situation devenait intenable et il était évident que l'armée rouge cherchait à encercler la ville et à piéger à l'intérieur les 3 divisions allemandes qui la défendaient. Le maréchal Ernst Busch avertit le haut commandement de l'armée allemande que la résistance à l'intérieur de Vitebsk était impossible à soutenir et demanda l'autorisation de se replier. Cependant, la réponse du haut commandement allemand fut claire. Aucun renfort n'était disponible, car la priorité restait l'offensive soviétique attendue en Ukraine. Même si le haut commandement de l'armée allemande avait autorisé le repli, Hitler ne l'aurait pas toléré. Son ordre était sans équivoque. Les troupes devaient résister jusqu'au dernier homme dans les défenses de la ville. Ce que les Allemands ignoraient à ce moment-là, c'est que la 6e armée de la garde avait déjà percé les lignes au nord de Vitebsk et que le général Ivan Bagramian avait donné le feu vert à la 2e phase de l'offensive. Son objectif était clair, refermer la tenaille par le sud et compléter l'encerclement de la ville. Plus au sud, dans le secteur de la 4e armée allemande, les forces soviétiques réussirent à pénétrer les défenses allemandes, mais sans obtenir une avancée décisive. Leur objectif principal était de prendre le contrôle de la stratégique route Moscou-Minsk, qui traversait le secteur d'Orsha. Cette zone, déjà théâtre de combats intenses en 1943, possédait une densité défensive supérieure au reste du front et était défendue par certaines des meilleures divisions allemandes déployées en Biélorussie. Parmi elles se distinguait la 78e division Sturm, qui disposait d'une centaine de canons et d'environ 50 blindés, tandis que son flanc sud était couvert par la 25e division Panzergrenadier, une unité bien équipée et organisée. Face à un ennemi aussi bien positionné, l'armée rouge conçut une attaque méticuleuse. 5 divisions d'infanterie soviétique
furent affectés à ce secteur, dont 3 chargés d'attaquer la zone sud, où les défenses allemandes étaient les plus solides. L'offensive débuta avec le déploiement d'unités blindées spécialisées, chacune dotée de 10 chars T-34 équipés de rouleaux anti-mines, suivis à 150 mètres par un régiment de chars lourds. Ensuite, avancèrent les bataillons du génie d'assaut, suivis d'un autre régiment de canons automoteurs ISU 152. Enfin, l'infanterie, soutenue par des chars lance-flammes, progressa pour consolider l'attaque. Malgré la puissance impressionnante de cet assaut, les défenses allemandes tinrent bon. Les hommes de la 78e division Sturm, bien retranchés et armés de Panzerfaust et de mitrailleuses MG-42, réussirent à contenir temporairement l'offensive soviétique. Cependant, face à la supériorité numérique écrasante, ce n'était qu'une question de temps avant que les soviétiques ne trouvent un point faible. Peu après, 2 divisions de la 11e armée de la garde réussirent à percer au nord à travers une forêt, ce qui permit au général Ivan Tcherniakovski d'exploiter la brèche en envoyant un groupe mécanisé pour consolider l'avancée. Conscient du danger, le maréchal Ernst Busch fit appel à ses dernières réserves et ordonna à la division Feldherrn-Hall de prendre position sur le fleuve Dnipre, établissant une 2e ligne défensive dans une tentative désespérée de stopper l'avancée soviétique. Dans le secteur sud, en direction de Bobruisk, l'offensive soviétique rencontra son seul point d'arrêt. Le terrain difficile, combiné à la résistance acharnée de la 9e armée allemande, réussit à ralentir temporairement la progression de l'armée rouge, bien que cela ait coûté extrêmement cher aux forces allemandes. Face à cette situation, le maréchal Konstantin Rokossovski décida de suspendre l'attaque et ordonna de la reprendre le lendemain, cette fois précédé d'un nouveau bombardement massif, tant d'artillerie que d'aviation, afin d'épuiser encore davantage les positions ennemies. À la fin du premier jour de combat, l'offensive soviétique progressait comme prévu. Vitebsk était pratiquement encerclé et les unités de la 11e armée de la garde s'approchaient dangereusement de la stratégique route Minsk-Moscou. Cependant, le haut commandement allemand, répétant les mêmes erreurs commises en France quelques jours plus tôt, restait convaincu que l'attaque principale aurait lieu en Ukraine, ce qui conduisit au refus d'envoyer des réserves depuis le sud. Cette décision allait s'avérer catastrophique dans les jours suivants. Dans le secteur nord de l'offensive, les troupes soviétiques remportèrent leur première victoire. Dans la nuit du 23 au 24, la 4e armée réussit à percer les défenses du 9e corps allemand, progressant jusqu'à la 2e ligne défensive de la ville. En même temps, la 6e armée de la garde représentait une sérieuse menace d'encerclement. À 2h45 du matin, l'ordre fut donné au 9e corps d'évacuer la 2e ligne et de se replier à l'ouest du fleuve Dvina. À midi le 24, les unités d'avant-garde de l'armée rouge atteignirent la rive orientale du fleuve et auraient pu le traverser si les Allemands n'avaient pas détruit les ponts, malgré la présence encore d'effectifs allemands sur la rive est. Ce même matin, le commandant Reinhardt, à la tête de la 3e armée Panzer, comprit que le plan soviétique visait à encercler Vitebsk. Toutefois, il était déjà trop tard. À la fin de la matinée, les forces de la 6e armée de la garde et de la 43e armée réussirent à se rencontrer à l'ouest de la ville, refermant l'encerclement sur le 53e corps d'armée. Dans une tentative de briser l'isolement, il fut proposé que la 4e division de campagne de la Luftwaffe attaque depuis le sud-ouest, mais avant d'agir, une autorisation fut demandée à l'OKH. Hitler, cependant, rejeta la proposition, ce qui obligea Busch à ordonner au 53e corps d'armée de tenter une percée de l'intérieur avec 2 divisions de la Luftwaffe, tandis que les 2 autres divisions d'infanterie continuaient de défendre la ville. À 20h15, Hitler autorisa finalement une tentative de rupture de l'encerclement à condition que, en cas de succès, les forces se replient sur la ligne défensive Tigre. Cependant, il imposa une exigence inflexible. La 206e division d'infanterie, commandée par le général Hitter, devait rester à Vitebsk et résister jusqu'au dernier homme. La situation sur le champ de bataille, cependant, évoluait plus vite que Berlin ne pouvait réagir. Lorsque la 4e division de la Luftwaffe tenta de lancer son attaque, elle se retrouva complètement encerclée dans le village d'Ostrovno, perdant ainsi l'opportunité d'intervenir. Avec la chute du périmètre défensif de Vitebsk,
les unités soviétiques accélérèrent leur avancée pour consolider l'encerclement. Dans l'après-midi du 24, des éléments de reconnaissance du premier corps blindé sécurisèrent un pont sur la rivière Dvina, préparant le terrain pour la phase finale du siège. Pendant ce temps, la nuit apporta de nouvelles difficultés pour les forces allemandes piégées. La 4e division de la Luftwaffe, pressée sur plusieurs fronts, commença à perdre du terrain et demanda désespérément des ravitaillements aériens. Cependant, la suprématie aérienne soviétique rendit toute opération d'approvisionnement impossible, laissant la division sans renfort ni provisions. La situation s'aggrava encore lorsque la 6e division de la Luftwaffe et la 246e d'infanterie furent également menacées directement par la 39e armée soviétique. Dans une ultime tentative pour éviter la catastrophe, un nouveau permis fut demandé pour évacuer la 206e division et renforcer les unités encerclées. Hitler, au lieu d'autoriser le repli, envoya un officier par avion avec des ordres clairs. La ville devait être défendue jusqu'au dernier homme. En conséquence, les 2 divisions piégées, avec une partie de la 206e, furent complètement isolées au sud-ouest de Vitebsk, sans aucune possibilité d'évasion. Dans l'après-midi du 26, les troupes allemandes s'accrochaient désespérément à leur position face aux assauts incessants de la 39e armée soviétique. Voyant que la situation était intenable, le général Gollwitzer élabora une tentative d'évasion nocturne, divisant ses forces dans l'espoir qu'au moins une partie puisse percer les lignes ennemies. À 3h45 du matin, il envoya un dernier message chiffré à Reinhardt, demandant des informations sur les positions amies et un appui aérien pour faciliter la fuite. Ce fut la dernière transmission du 53e corps d'armée. À l'arrivée du 27, les rares unités ayant réussi à briser l'encerclement se retrouvèrent en terrain hostile, complètement isolés et sans espoir de recevoir de l'aide. Traqués par les partisans, qui ne montraient aucune intention de faire de prisonniers, les survivants errèrent sans but à la recherche d'un point de contact avec le front allemand. Selon les rapports soviétiques, près de 20 000 soldats allemands furent tués et 10 000 capturés. En revanche, les chiffres allemands indiquaient 5 000 morts et environ 22 000 prisonniers. Ce qui est indiscutable, c'est que seul un nombre réduit de combattants réussit à rejoindre les lignes allemandes après l'effondrement de Vitebsk. L'assaut brutal soviétique prit par surprise le haut commandement de l'armée, qui croyait encore que l'offensive en Biélorussie n'était qu'une manœuvre de diversion et que le coup principal se produirait en Ukraine. Le refus obstiné de Hitler d'autoriser un repli stratégique scella le sort de milliers de soldats, sacrifiés dans la défense inutile d'une ville qui, à ce moment-là, se trouvait bien en arrière de l'avancée fulgurante des colonnes blindées soviétiques. Cependant, la catastrophe de Vitebsk n'était qu'un prélude à une défaite encore plus grande. Malgré l'effort offensif massif des forces soviétiques, l'attaque lancée au sud par 3 divisions le 23 ne parvint qu'à franchir la première ligne défensive allemande. La 78e division non seulement résista avec succès, mais commença à construire une seconde ligne de défense dans le but de ralentir encore davantage l'avance ennemie. Tandis que les combats se concentraient sur la route Moscou-Minsk, la première division d'infanterie de la garde trouva un itinéraire alternatif au nord des positions allemandes, se frayant un chemin à travers une zone de forêt et de marais. Une patrouille de reconnaissance découvrit qu'une voie ferrée traversait la zone marécageuse. Bien qu'étroite, elle offrait une possibilité d'avance. Misant tout sur cette option, le général Galitzky ordonna le déplacement de ses réserves le long de cette nouvelle route. Les Allemands, en détectant la manœuvre, lancèrent une contre-attaque dans la zone du lac Oréki le 24 juin. Bien que la tentative de stopper l'offensive échoua, l'action allemande provoqua un retard dans les plans soviétiques, obligeant à rediriger la 5e armée blindée de la garde vers le nord pour renforcer les troupes de Galitzky. Finalement, le 25 juin, la 11e armée de la garde réussit à briser la défense de la 78e division et commença son avancée vers Orsha. Cette percée convainquit le général von Tippelskirch de la nécessité de se replier sur une nouvelle ligne défensive le long du fleuve Dniepr, afin d'éviter un effondrement total. Cependant, Locach rejeta la demande de repli. Face à ce refus, Tippelskirch agit avec pragmatisme et, après avoir assuré à ses supérieurs qu'ils se battraient jusqu'au dernier homme, ordonna discrètement à ses unités de commencer un retrait progressif vers l'arrière. Malgré ses efforts,
l'autorisation d'abandonner Orsha fut refusée directement par Hitler. À la tombée de la nuit du 26, le 2e corps blindé soviétique réussit à encercler Orsha par le nord, tandis qu'une brigade blindée compléta le siège par l'ouest. La ville succomba dans la nuit du 26 au 27 après un assaut coordonné entre la 11e armée de la garde et la 31e armée, assurant une victoire cruciale pour les forces soviétiques. Après la chute d'Orsha, la 5e armée blindée de la garde reçut l'ordre d'exploiter la brèche et de réorienter son avance vers le sud-ouest. La plus grande concentration de blindés soviétiques se mit en marche avec un objectif clair, Minsk. Ce fut alors que le haut commandement allemand comprit enfin qu'il ne s'agissait pas d'une simple manœuvre de diversion, mais bien d'une offensive à grande échelle. Bien que l'idée qu'une autre attaque majeure se préparait en Ukraine persista encore, il fut décidé de renforcer le groupe d'armées centre avec les unités qui lui avaient été refusées un mois auparavant. Le 26 juin, la 5e division Panzer arriva à Minsk avec pour mission désespérée d'arrêter l'avance soviétique sur la route Moscou-Minsk. À ce moment-là, la 5e Panzer conservait encore une puissance de feu considérable, comptant 70 chars Panther, 55 Panzer IV et le 505e bataillon lourd avec 29 Tiger I. Le plan défensif consistait à établir une ligne de retenue sur le fleuve Berezina, permettant à la 4e armée de se retirer de manière organisée vers des positions plus sûres. Cependant, à leur arrivée dans la zone du Berezina, les soldats de la 5e Panzer se heurtèrent à un scénario chaotique. Des milliers de soldats en retraite se pressaient sur les ponts pour traverser le fleuve, abandonnant d'énormes quantités d'équipements militaires. Au milieu de la confusion, véhicules et ravitaillements étaient abandonnés en masse, tandis que les attaques incessantes de l'aviation soviétique transformaient la retraite en cauchemar. Ce qui devait être une ligne défensive clé était devenu un point de désastre absolu. Avec le front en pleine débâcle et les forces ennemies progressant sans réelle résistance, la bataille de Minsk allait devenir une catastrophe encore plus grande pour les forces allemandes. Le premier affrontement eut lieu dans l'après-midi du 28 juin, près de Krupki, lorsque les chars M4 Sherman du 3e corps blindé de la garde affrontèrent les Tiger Prom 1 du 505e bataillon lourd. Malgré de lourdes pertes, les forces soviétiques parvinrent à prendre la ville à l'aube du 29. Leur progression fut cependant stoppée à Borisov, où les ingénieurs de la 5e division Panzer parvinrent à freiner l'offensive. Entre-temps, le 29e corps blindé réussit à franchir le Berezina près de Studenka. Mais une contre-attaque rapide du bataillon de reconnaissance de la 5e Panzer les força à battre en retraite. Ce passage étant bloqué, les soviétiques, appuyés par des unités du génie, tentèrent de progresser à travers les marais au nord-ouest de Borisov, encerclant ainsi les positions défensives allemandes. Le 29 juin, les combats intenses entre la 11e armée de la garde et la 5e Panzer près de Kostritsa marquèrent le début d'un effondrement imminent pour les forces allemandes. Finalement, le 30 juin, la 216e division coupa la route Moscou-Minsk, tandis que plusieurs unités soviétiques franchissaient le Berezina. Le 29e corps blindé traversa la rivière au nord de la 5e Panzer, tandis que le 3e corps mécanisé fit de même plus au sud, utilisant ses propres véhicules comme obstacle submergé pour créer un gué. Au sud de Borisov, 3 divisions de la 11e armée de la garde traversèrent également le Berezina, anéantissant la maigre résistance de 5 régiments de feldgendarmerie. Plus au sud encore, la 31e armée soviétique franchit le fleuve et écrasa les positions de la 31e division d'infanterie allemande. Entre le 30 juin et le 1er juillet, les forces soviétiques traversèrent la rivière en plusieurs secteurs sans rencontrer de résistance organisée capable de stopper leur avancée. La Luftwaffe tenta plusieurs attaques avec des chasseurs-bombardiers FW-190 dans l'espoir de freiner l'avancée blindée soviétique. Toutefois, la supériorité aérienne soviétique et le désordre allemand empêchèrent ces incursions d'avoir un quelconque impact significatif sur le champ de bataille. Avec la perte du Berezina, la route vers Minsk était pratiquement ouverte aux avant-gardes soviétiques. Finalement, la 5e division d'infanterie de la garde ferma complètement l'encerclement autour de Borisov. En même temps, le 3e corps blindé de la garde lança son assaut contre le pont du Berezina. Au moment où les premiers T-34 tentaient de le traverser,
Les forces allemandes firent exploser les charges placées en amont, détruisant l'infrastructure et bloquant le passage. Malgré cette démolition, les combats continuèrent au milieu des ruines du pont, où les défenseurs allemands résistèrent avec acharnement. Cependant, l'armée rouge trouva d'autres points de passage et parvint peu à peu à franchir la rivière, portant la bataille jusqu'au cœur même de la ville. Bobruïsk, la tempête d'acier sur le front sud. Alors que le troisième front biélorusse avançait depuis le nord en direction de Minsk, le premier front biélorusse, sous le commandement de Rokossovski, progressait depuis le sud. Lors de la première journée, l'avancée fut limitée en raison des conditions difficiles du terrain marécageux, ce qui empêcha un progrès significatif. Cependant, le 24 juin, la situation changea radicalement. Les forces soviétiques réussirent à ouvrir des brèches considérables dans la ligne défensive de la 134e division d'infanterie, avec des pénétrations qui atteignirent jusqu'à 10 km de profondeur dans certains secteurs. Alarmé par la gravité de la situation, le général Jordan, commandant de la 9e armée allemande, demanda au maréchal Busch l'autorisation de déployer la principale réserve disponible, la 20e division blindée. Cependant, cette unité était encore en cours de rééquipement et n'était pas pleinement opérationnelle. Elle ne disposait que de 71 Panzer IV et seulement la moitié de ses chars Panther étaient prêts pour le combat. À peine la 20e Panzer entama-t-elle son avance que la 65e armée soviétique exploita une brèche au sud de Bobruïsk et lança une contre-attaque simultanée. Rokossovski, voyant l'opportunité, ordonna au premier corps blindé de la garde d'avancer par la même brèche. Face à la menace d'encerclement, le général Jordan ordonna à la 20e Panzer de se replier et de se diriger vers le sud. Le repli fut lent en raison du mauvais état des routes et de la foule de réfugiés. Bientôt, l'avant-garde de la 20e Panzer entra en collision avec les forces soviétiques au sud de Bobruïsk. Bien qu'elle ait détruit plus de 60 blindés ennemis, les Allemands subirent également des pertes importantes et ne parvinrent pas à freiner l'avancée soviétique. Pendant ce temps, au nord, le premier corps blindé de la garde était sur le point d'encercler les troupes allemandes sur la rive est de la Bérésina. Craignant la réaction d'Hitler, le maréchal Busch interdit la retraite tant qu'il existait encore une possibilité de contenir les soviétiques. Le 26 juin, la 20e Panzer se replia aux abords de Bobruïsk face à la pression du premier corps blindé depuis le sud et du 9e corps blindé depuis l'est. Le jour suivant, le 9e corps captura les principaux points de passage de la Bérésina, bloquant la retraite allemande et piégeant plusieurs divisions d'infanterie. Rokossovski profita de l'effondrement allemand pour envoyer le premier corps mécanisé vers l'ouest afin d'éviter toute contre-attaque en provenance de Baranovichi. Face à la situation critique, Busch et le général Jordan s'envolèrent pour l'Allemagne afin de tenter de convaincre Hitler et l'OKH d'abandonner la stratégie de défense à outrance. La réaction d'Hitler fut immédiate. Furieux, il destitua Jordan le 27 juin et releva Busch le lendemain, nommant le maréchal Model à sa place. Au lieu de reconsidérer sa position, il réaffirma l'ordre de résister à tout prix, condamnant des milliers de soldats à un encerclement imminent. Pendant ce temps, à Bobruïsk, la situation se détériorait rapidement. Le premier front biélorusse avait piégé plus de 40 000 soldats dans une zone de seulement 25 km de diamètre à l'est de la ville. Plusieurs tentatives de percée furent menées, mais l'artillerie soviétique les repoussa par un feu intense. Peu après, l'aviation soviétique se joignit à l'attaque, causant des ravages parmi les troupes encerclées. Selon les sources soviétiques, 10 000 Allemands furent tués et 6 000 capturés, tandis que les survivants réussirent à se replier vers Bobruïsk, seulement pour être de nouveau encerclés à l'intérieur de la ville quelques heures plus tard. Dans une tentative désespérée, Hitler ordonna l'envoi de la 12e Panzer depuis le groupe d'armées nord, mais avec seulement 44 Panzer III et IV, elle ne put arriver à temps. Le 27 juin, l'infanterie soviétique lança l'assaut sur la ville dans un scénario similaire à celui de Vitebsk. L'OKH autorisa une tentative de fuite, à condition qu'au moins une division reste à Bobruïsk. À 23 heures le 28 juin, l'infanterie allemande, appuyée par les rares blindés restants de la 20e Panzer, lança une offensive désespérée. Après de violents combats, un point faible dans l'encerclement fut identifié au nord-est de la ville et des vagues de soldats allemands le traversèrent dans l'obscurité. Cependant, à l'aube,
Ils furent attaqués par l'infanterie soviétique avant de pouvoir rejoindre les positions de la 12e Panzer, situées à 20 km de distance. Finalement, environ 15 000 soldats parvinrent à s'échapper, bien que désarmés et complètement démoralisés. Le 29 juin, après 2 jours de combats acharnés, Bobruisk tomba aux mains des Soviétiques. En moins d'une semaine, le premier front biélorusse avait anéanti ou capturé 366 blindés et 2664 pièces d'artillerie. Les pertes allemandes s'élevaient à 50 000 hommes, tandis que 20 000 autres avaient été faits prisonniers. Avec la destruction totale de la 9e armée, Rokossovski donna l'ordre d'avancer vers Minsk. Son objectif était, conjointement avec le 3e front biélorusse, d'encercler la 4e armée allemande et les restes dispersés de la 9e qui parvenaient encore à se replier. Minsk en flammes, le dernier bastion allemand en Biélorussie. À la fin juin, tant l'OKH que Hitler comprirent enfin que l'offensive en Biélorussie n'était pas une simple attaque de diversion, mais une opération à grande échelle. Cependant, les renforts disponibles pour le groupe d'armées centre étaient rares, si bien que Minsk devait être défendu avec les unités déjà présentes sur le terrain. L'ordre d'Hitler de résister à tout prix avait transformé les forces allemandes entre Borisov et Minsk en un groupe désorganisé et démoralisé. Malgré cela, ces restes furent chargés de freiner l'avancée des 2 fronts soviétiques qui se dirigeaient vers la ville. Face à la gravité de la situation, la seule stratégie viable consistait à retarder autant que possible l'avance soviétique pendant que la ville était évacuée. Les forces soviétiques attaquaient Minsk depuis 3 directions. La résistance farouche de la 5e Panzer sur la route Moscou-Minsk obligea le 29e corps blindé à se déplacer vers le nord, avançant à travers les forêts avec peu d'opposition, mais à un rythme plus lent. Pendant ce temps, le reste de la 5e armée blindée poursuivait son offensive sur la route avec le soutien de la 11e armée de la Garde. Au sud, le 2e corps blindé de la Garde parvint à traverser la Bérésina par Mourovo le 1er juillet sans rencontrer de résistance, ce qui lui permit de progresser rapidement vers Minsk. Entre le 1er et le 2 juillet, la 5e Panzer et les Tigers du 505e bataillon lourd engagèrent de violents combats contre la 5e armée blindée de la Garde. Les Allemands défendaient la seule ligne ferroviaire permettant l'évacuation de la ville et refusèrent de céder du terrain. Selon leur rapport, ils réussirent à détruire 295 blindés soviétiques, dont 125 abattus par les Tigers du 505e. Cependant, cette résistance eut un coût élevé. Au 8 juillet, la 5e Panzer ne disposait plus que de 18 chars opérationnels, tandis que tous les Tigers du 505e avaient été détruits ou mis hors service. Suivant son schéma habituel, Hitler déclara Minsk ville-forteresse. Cependant, seulement 1800 soldats étaient initialement présents dans la ville, rejoints plus tard par 12 000 autres. Pour la première fois, Hitler céda et autorisa l'évacuation le 2 juillet. À l'aube du 3 juillet, le 2e corps blindé soviétique atteignit le secteur sud de Minsk. Peu après, la 4e brigade blindée chargea autant d'infanterie que possible sur ses chars et perça les défenses allemandes affaiblies. Quelques heures plus tard, le 1er corps blindé de la garde du 1er front biélorusse se joignit à l'attaque depuis le sud-est. Dans les jours suivants, 2 autres armées soviétiques participèrent à l'offensive. Avec la chute de Minsk, le premier grand objectif de l'opération Bagration avait été atteint. L'encerclement de Minsk piégea un grand nombre de soldats allemands à l'est de la ville, car de nombreuses divisions étaient encore en train de traverser la Bérésina lorsque l'encerclement fut complété. Immédiatement, l'infanterie soviétique lança des opérations pour éliminer ces foyers de résistance. Au cours des premiers jours de juillet, les tentatives allemandes d'évasion étaient relativement organisées, permettant à plusieurs unités de percer les lignes soviétiques et de se replier avec un certain ordre vers l'ouest. Toutefois, au fil des jours, le manque de ravitaillement et de munitions affaiblit leur capacité de combat, réduisant progressivement les chances d'évasion. Le 9 juillet, la dernière position de résistance allemande fut anéantie, bien que l'infanterie soviétique ait continué à fouiller la région pendant plusieurs semaines à la recherche de soldats isolés. Selon les estimations, sur les 15 000 hommes encerclés à l'est de Minsk, seuls environ 1000 réussirent à s'échapper. La rapidité de l'avance soviétique surprit également de nombreuses unités de la 9e armée et de la 3e armée blindée, bien que celle-ci ait pu se replier vers le nord. À ce moment-là,
le groupe d'armées Centre avait pratiquement été anéanti. 17 divisions furent complètement détruites et les pertes allemandes atteignirent 300 000 hommes, dont la moitié furent capturés. La disparition du GAC représenta la pire défaite militaire de l'Allemagne durant toute la Seconde Guerre mondiale. En moins de 2 semaines, l'armée rouge avait éliminé plus de divisions et infligé plus de pertes à l'ennemi que ce que les Allemands avaient subi à Stalingrad. Cette brèche dévastatrice dans les lignes défensives força le haut commandement allemand à transférer des renforts depuis les groupes d'armées nord et sud, affaiblissant gravement les 2 fronts. L'effondrement du groupe d'armées Centre laissa l'Allemagne sans barrière défensive efficace en Biélorussie. La porte vers le cœur du Reich était désormais grande ouverte. Tempête d'acier, l'offensive Lvov-Sandomierz. L'OKH savait que le groupe d'armées sud, également connu sous le nom d'Ukraine du Nord, serait le prochain objectif d'une offensive soviétique, bien que la date exacte restât inconnue. Après avoir envoyé une partie de ses forces en renfort au groupe d'armées Centre, le groupe d'armées Sud se trouvait affaibli, ce que les Soviétiques ne tardèrent pas à exploiter. Face à lui se déployait l'une des plus grandes concentrations de l'armée rouge, le premier front ukrainien du maréchal Koniev, avec plus d'1 million de soldats, 1600 chars, 14 000 pièces d'artillerie et mortiers et 2800 avions. De plus, il bénéficiait du soutien du premier front biélorusse de Rokossovski, positionné plus au nord. Sous le commandement du général Harpe, le groupe d'armées sud comptait 5 divisions blindées, une division motorisée et 34 divisions d'infanterie. Quelques semaines auparavant, il aurait été en mesure de faire face à forces égales à celles de Koniev, mais après le transfert de troupes vers le nord, ses effectifs s'étaient réduits à 900 000 soldats, 900 chars, 9 000 pièces d'artillerie et 700 avions. Cependant, ces défenses étaient profondes et fortifiées, atteignant jusqu'à 30 km par endroit. L'ampleur de la concentration soviétique rendait impossible de dissimuler le point d'attaque qui visait clairement Lvov. Conscient de la tactique soviétique de barrières d'artillerie massive, le commandement allemand commença à replier son artillerie vers des positions arrière pour minimiser les pertes. Koniev détecta ce mouvement et décida d'agir rapidement. Sans attendre le bombardement initial, il lança son infanterie contre les lignes allemandes le 13 juillet. Les défenseurs, cette fois appuyés par leur artillerie et par la Luftwaffe, opposèrent une résistance farouche. Toutefois, l'écrasante supériorité soviétique finit par l'emporter. Après 2 jours de combats intenses, l'armée rouge encercla la ville de Brody, tandis que la 13e armée ouvrait une brèche dans le front, permettant aux forces mécanisées d'avancer vers le nord. Les Allemands maintenaient une forte résistance à l'est de Lvov, ce qui poussa le général Harpe à recourir à sa réserve stratégique. Les 14 et 15 juillet, il envoya les 1e et 8e divisions blindées pour tenter de stopper l'offensive soviétique. Entre-temps, Koniev, qui avait reçu l'ordre de ne pas engager ses blindés tant que l'infanterie n'avait pas percé les défenses ennemies, comprit que la résistance allemande ne céderait pas sans appui blindé. Le 16 juillet, il ordonna à la 3e armée blindée de la garde d'avancer par un étroit corridor à Koltov, suivi le jour suivant par la 4e armée blindée. Le 17, l'avant-garde soviétique atteignit Lvov et affronta les blindés allemands. La situation empirait pour la Wehrmacht le 18 juillet, lorsque Rokossovski joignit son offensive à celle de Koniev, lançant une attaque en direction de Kovel. Après 2 jours de violents combats, la ligne défensive allemande fut franchie et Rokossovski mit le cap sur Lublin, pénétrant en territoire polonais. Ce même jour, l'attentat manqué contre Hitler en Prusse-Orientale, ajouté aux défaites constantes en France et sur le front de l'Est, affaiblit gravement le moral des troupes allemandes, qui commençaient à voir la guerre comme une cause perdue. À Lvov, l'offensive soviétique progressait plus lentement que prévu. L'assaut blindé initial échoua en raison des terrains marécageux entourant la ville, ce qui permit à Harpe de renforcer la défense avec des unités d'infanterie. Koniev, de son côté, évita d'engager davantage de blindés dans une avancée difficile. Chaque jour de résistance à Lvov représentait un temps précieux gagné pour les Allemands, qui s'empressaient de renforcer leur nouvelle ligne défensive sur la rivière San. Cependant, le 22 juillet, la ville de Brody tomba aux mains des Soviétiques. Avec 30 000 soldats allemands capturés et plusieurs divisions soviétiques désormais libérées, la pression sur Lvov s'intensifie fortement. Face à l'arrivée de renforts du premier front biélorusse,
Koniev décida de ne plus attendre et lança l'assaut contre la ville le 24 juillet. Au lieu de tenir jusqu'au bout, la garnison allemande ignora les ordres de résistance et choisit d'évacuer la ville dans la nuit du 26, se repliant vers les Carpates. À l'aube du lendemain, Lvov tomba aux mains des Soviétiques. Ce même 27 juillet, la 3e armée blindée de la garde prit la ville de Przemysl lors d'un assaut éclair. Le 27 juillet 1944, l'effondrement du système défensif en Galicie devint inévitable lorsque le premier front ukrainien prit Lvov et Przemysl, que les forces de l'Axe avaient préalablement évacuées. Ces avancées permirent, en quelques heures, à la 3e armée blindée de la garde de traverser pour la première fois la Vistule, établissant une tête de pont près de Magnusev, rapidement étendue à 5 km de large et 3 km de profondeur. Dans une tentative de reconquérir la rive ouest, la 4e armée blindée lança plusieurs contre-attaques, mais le premier front ukrainien répondit en déployant la 13e armée et une forte concentration d'artillerie. Non seulement les assauts allemands furent repoussés, mais la tête de pont fut élargie jusqu'à 20 km, se trouvant à seulement 65 km de Varsovie. L'avance dans l'est de la Pologne commença à ralentir à la fin juillet 1944. Le 2e front biélorusse rencontra des difficultés dans la forêt d'Augustov, où les restes de la 4e armée allemande opposèrent une résistance acharnée. À Lipsk, ils parvinrent temporairement à reprendre la ville avant d'en être à nouveau chassés par les Soviétiques, détruisant au passage 180 blindés ennemis dans un autre affrontement. Cependant, la défense allemande ne pouvait plus tenir. Une fois les fortifications de la 50e division d'infanterie à Neman et Svislok démantelées par les troupes soviétiques, la chute de Białystok devint imminente. Le 27 juillet, les forces blindées soviétiques entrèrent dans la ville, consolidant leur contrôle de la région. À la fin juillet 1944, l'armée rouge lança son offensive finale dans le sud de la Lettonie, avec le 2e front balte franchissant les défenses de la ligne Panthère et le 1er front balte capturant la ville de Daugavpils. Au cours de l'opération, un groupe de chars Tiger tendit une embuscade aux forces soviétiques à Krivani, détruisant 23 blindés ennemis, dont 6 IS-2 Staline et 17 T-34, ainsi que 6 pièces anti-chars, sans subir de pertes. Quelques jours plus tard, les unités mécanisées du 3e front biélorusse réussirent à encercler et capturer plusieurs colonnes allemandes, avançant rapidement. Le 28 juillet, elles prirent le nœud ferroviaire crucial de Siolye, et le jour suivant atteignirent le village de pêcheurs de Klapkalis, sur la côte de la mer Baltique, séparant complètement le groupe d'armée nord du groupe d'armée centre. Les contre-attaques de l'Axe s'avérèrent inutiles. Entre le 30 et le 31 juillet, les forces soviétiques élargirent le corridor en conquérant Birzai, Bauska, Joniski et Jelgava, ainsi que le port de Tukums dans le golfe de Riga. Incapables de renverser la situation, et après l'occupation d'environ 900 localités en une avancée de 230 km, le 1er août, le commandement allemand ordonna l'évacuation des 10 000 derniers soldats du nord-est de la Lituanie. À la fin de la journée, la ville de Kaunas tomba entre les mains de l'armée rouge. Le 1er août 1944, le 1er front biélorusse, sous le commandement du maréchal Konstantin Rokossovski, lança une offensive supplémentaire dans le cadre de l'opération Bagration, sur ordre direct de Iosif Staline. Son objectif était d'atteindre Varsovie en parallèle avec l'insurrection de l'Armia Krajova. L'avance commença avec la 8e armée de la garde du général Vassili Tchouikov, qui traversa la Vistule à bord de 83 véhicules amphibies DUKW, et la 2e armée blindée du général Alexei Radzievski, qui déploya 540 chars, dont 313 T-34, 24 IS-2 Staline, 93 Sherman et plusieurs chasseurs de chars Su-15, Su-16 et Su-17. Après avoir franchi le fleuve, les forces soviétiques capturèrent Siedlce, détruisant un train blindé allemand, puis prirent Radzimin et le pont de Zegrzé, se retrouvant à seulement 12 km de Varsovie. Il semblait que l'armée rouge était sur le point d'atteindre la capitale polonaise, lorsqu'une erreur fatale fut commise par la 2e armée blindée. En progressant parallèlement à la Vistule, entre les rivières Liviek et Czarna, elle se retrouva dans une position extrêmement vulnérable, sans protection sur les flancs. Le maréchal Walter Model détecta rapidement cette faiblesse
et rassembla une force blindée pour lancer une contre-attaque. Son groupement de combat comprenait la 3e division SS Panzer Viking, la division Panzer Hermann Göring, ainsi que les 4e et 19e divisions Panzer, totalisant 279 chars, dont 114 Panther, 109 Panzer IV, ainsi que des chasseurs de chars Panzerjäger 4, Marder 3 et Stug 3. Le 2 août 1944, la force blindée allemande attaqua par surprise, détruisant d'abord les convois de ravitaillement soviétiques, puis démantelant systématiquement les unités blindées. Sans carburant suffisant pour manœuvrer, les soviétiques ne purent ni se replier ni réorganiser leurs lignes. En seulement 24 heures, la 2e armée blindée fut encerclée le 3 août et, après une lutte désespérée, complètement détruite le 5 août. Lors de cette bataille, les soviétiques perdirent plus de 500 chars, tandis que les forces allemandes ne subirent qu'une centaine de pertes blindées. La destruction de la 2e armée blindée soviétique permit à l'Axe de lancer une contre-offensive locale, reprenant Radzymin et forçant le 1er front biélorusse à se replier vers l'enclave de Wołomin. Avec ce revers, l'offensive vers Varsovie fut abandonnée, laissant la résistance polonaise de l'Armia Krajowa sans aucun soutien. Finalement, la ville fut écrasée par les forces allemandes et ne tomba aux mains soviétiques qu'en 1945. Au début du mois d'août, l'armée rouge atteignait les limites de ses capacités, avec des ravitaillements épuisés et des remplacements insuffisants pour combler les énormes pertes humaines et matérielles. Entre-temps, le groupe d'armées centre était parvenu à se réorganiser après ses défaites précédentes, établissant une ligne défensive solide s'étendant de Memel, en Lituanie, jusqu'à Puławy, en Pologne, couvrant 625 km de tranchées et de fortifications. Face à l'impossibilité de poursuivre l'avance dans ce secteur pendant au moins 6 mois, Iosif Staline décida de clore l'opération Bagration. Le 5 août 1944, l'opération prit fin aux portes de Varsovie, plus précisément à Wołomin. Depuis son déclenchement le 22 juin, l'armée rouge avait parcouru 600 km depuis les environs d'Orsza, en Biélorussie, jusqu'à la Vistule, en Pologne. Au cours de cette offensive fulgurante, le groupe d'armées centre fut complètement détruit, le groupe d'armées nord isolé sur la côte de la mer Baltique et le groupe d'armées Ukraine Nord gravement endommagé. Au total, 28 divisions de l'Axe furent anéanties, bien que le prix payé par l'Union soviétique fût très élevé. Les 1er, 2e et 3e fronts biélorusses, ainsi que les 1er et 2e fronts baltes, furent trop affaiblis pour lancer de nouvelles offensives avant 1945. Les pertes soviétiques s'élevèrent à 1 058 603 hommes, dont 243 460 tués et 815 143 blessés, en plus de la destruction de 4 226 chars, 3 829 pièces d'artillerie et 822 avions. Côté Axe, les pertes atteignirent 417 000 hommes, dont 409 000 Allemands, 7 000 Ukrainiens et 1 105 Français du régime de Vichy, avec 360 000 morts ou blessés et 57 000 capturés. Il faut également ajouter la perte de 200 chars, 1 300 canons et 57 000 véhicules. Sans aucun doute, l'opération Bagration représenta le plus grand désastre militaire du Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale, dépassant largement la défaite de Stalingrad. La disparition du groupe d'armées centre, un fait sans précédent sur le front de l'Est, permit à l'armée rouge de reprendre la Biélorussie, la Galicie, l'Est de la Pologne, le sud de la Lettonie et la moitié de la Lituanie. Bien que l'Axe ait réussi à stabiliser temporairement le front, cette situation ne dura que jusqu'au début de 1945. Une fois ces pertes comblées, l'Union soviétique lança sa prochaine offensive à partir de la Vistule, assurant l'occupation de la Pologne et de la Prusse orientale, et avançant jusqu'à Berlin, ce qui précipita la chute du Troisième Reich et la fin de la Seconde Guerre mondiale.